Bienvenue à cette exploration approfondie. Aujourd'hui, on se penche sur un corpus assez riche de documents qui traitent des algorithmes de classification dans le cadre de l'apprentissage supervisé. Notre mission, si on peut dire, c'est de distiller l'essence de ces sources, comprendre comment ces outils fonctionnent, et puis aussi pourquoi ils sont si fondamentaux aujourd'hui. Oui, absolument. C'est un domaine clé de l'IA et de l'analyse de données. Alors, juste pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, l'apprentissage supervisé, c'est un peu comme un apprentissage guidé, c'est ça. On donne à la machine des exemples, les inputs, et les réponses qu'on attend, les outputs. Exactement. La machine doit découvrir la règle, la logique qui relie ses inputs aux outputs. Elle apprend à partir d'un jeu de données où tout est déjà étiqueté avec la bonne réponse. D'accord. Et dans ce grand domaine, on distingue principalement deux tâches. D'un côté, la régression. Là, on veut prédire une valeur numérique continue, par exemple, estimer le prix d'une maison. Mhm. Et de l'autre côté, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la classification. Là, le but, c'est d'attribuer une catégorie, une étiquette, par exemple, dire si un email est un spam ou pas. C'est sur ça qu'on va se concentrer. Ok, donc on veut coller des étiquettes, mais une fois qu'on a notre modèle, comment on sait s'il fait du bon boulot? Comment on mesure s'il colle les bonnes étiquettes? J'imagine qu'on ne le croit pas sur parole. Ah non, certainement pas. L'évaluation, c'est une étape critique. Et l'outil de base pour ça, c'est souvent ce qu'on appelle la matrice de confusion. Matrice de confusion. Ça a l'air compliqué. En fait, pas tant que ça. C'est simplement un tableau. Il croise les classes que le modèle a prédites avec les classes réelles, celles qu'on avait dans nos données. D'accord. Ça permet de voir très clairement où le modèle réussit et où il se trompe. Combien de spams bien détectés, combien d'emails normaux classés comme spam par erreur, et ainsi de suite. Ça donne une vue très détaillée des erreurs, donc. C'est ça. Et à partir de cette matrice, on calcule des indicateurs, des métriques plus synthétiques mais clés. On parle de vrais positifs, les bonnes détections, de faux positifs, les fausses alertes, Il faut aux alertes, oui. de vrais négatifs et de faux négatifs, ça, c'est ce que le modèle a raté. D'accord. Et avec ces chiffres, on calcule par exemple l'accuracy, le pourcentage global de succès, mais aussi la précision. Parmi tout ce que le modèle a dit être spam, combien l'était vraiment? Et le recall, ou la sensibilité, parmi tous les vrais spams, combien le modèle en a trouvé? Je vois. Et j'imagine que, selon le problème, on préfère une métrique à une autre. Tout à fait. Pour un diagnostic médical, par exemple, on veut surtout éviter les faux négatifs. Rater un patient malade, c'est souvent bien pire qu'inquiéter un patient sain pour rien. Donc on va maximiser le recall. Logique. Il faut choisir la bonne métrique. Mais au-delà de cette justesse des prédictions, qu'est-ce qui fait un bon algorithme? Il n'y a pas que l'accuracy ou le recall, j'imagine. Non, bien sûr. D'autres qualités sont essentielles. Déjà, la rapidité. La vitesse d'entraînement du modèle, mais aussi sa vitesse de prédiction une fois qu'il est entraîné. C'est crucial si on a beaucoup de données ou des applications temps réel. Mhm. Ensuite, la robustesse. Comment l'algorithme gère les données un peu bizarres, les valeurs aberrantes, ce qu'on appelle les outliers? Est-ce qu'il le perturbe complètement? Oui, ça peut tout fausser parfois. Exactement. Et puis, il y a cet équilibre très important, le fameux compromis biais-variance. Il faut éviter que le modèle soit trop simple et passe à côté de la complexité des données. Ça, c'est le sous-apprentissage ou underfitting. D'accord. Mais il faut aussi éviter qu'il apprenne par cœur les données d'entraînement, y compris le bruit, et qu'il devienne incapable de généraliser à de nouvelles données. Ça, c'est le surapprentissage, l'overfitting. Le juste milieu, en somme. Voilà. Et enfin, deux aspects très pratiques. L'interprétabilité. Est-ce qu'on peut comprendre pourquoi le modèle prend telle décision? C'est fondamental dans beaucoup de secteurs. Et puis la consommation de mémoire, tout simplement. Ok, ça fait pas mal de critères. Vitesse, robustesse, cet équilibre biais-variance, interprétabilité, mémoire. Bon, ça pose bien le cadre. Alors, explorons un peu ces algos. Si on commence par les classiques, on tombe vite sur la régression logistique. Mais régression? Vous avez dit qu'on faisait de la classification. C'est un peu étrange comme nom, non? Ah oui, c'est une confusion très fréquente. Mais non, la régression logistique, c'est bien un des piliers de la classification, surtout pour les problèmes binaires, oui ou non, spam, pas spam. D'accord. En fait, elle ne prédit pas directement la classe, mais la probabilité qu'une observation appartienne à une classe donnée.
Par exemple, la probabilité qu'un client clique sur une pub. Ah, je vois. Elle utilise une fonction spécifique, la fonction logistique ou sigmoïde, pour que ce résultat soit toujours entre 0 et 1, comme une probabilité. Et ensuite, on fixe un seuil, souvent 0,5, pour décider au-dessus, c'est classe 1, en dessous, c'est classe 0. Ok, elle modélise une probabilité, puis on tranche. Et elle a des exigences particulières, des points faibles? Oui, une contrainte, c'est qu'elle s'attend à avoir des variables d'entrée numériques. Si on a des données catégorielles, comme des noms de villes, il faut les transformer en chiffres avant, par exemple avec ce qu'on appelle l'encodage OneNote. D'accord, faut préparer les données. Voilà, elle peut aussi avoir du mal à trouver les bons paramètres, à converger, si on a énormément de variables par rapport au nombre de données, ou si certaines variables sont très corrélées entre elles, la multicollinéarité. Mhm. Et sa frontière de décision, la séparation qu'elle apprend, est fondamentalement linéaire. C'est une ligne droite ou un plan, ou un hyperplan. Ça peut être une limite si la vraie séparation entre les classes est plus tortueuse. Linéaire, ça me fait penser au perceptron. Vous l'avez mentionné, c'est un peu l'ancêtre, c'est ça? C'est ça, l'ancêtre conceptuel des réseaux de neurones. C'est un classificateur binaire très très simple. Il apprend juste un poids pour chaque variable d'entrée, il fait une somme pondérée, ajoute un biais. Un seuil, en gros. Oui, et si le résultat dépasse un seuil, c'est une classe, sinon c'est l'autre. Très basique? Basique, linéaire, donc facile à comprendre et rapide, j'imagine. Exactement, c'est sa force. Simplicité, rapidité. Mais sa grosse limite, c'est justement cette linéarité. Il ne fonctionne que si les données sont linéairement séparables. C'est-à-dire? Si vous pouvez tracer une seule ligne droite pour séparer parfaitement les points des deux classes sur un graphique, le perceptron peut l'apprendre. Sinon, il ne convergera jamais. Il est bloqué. D'accord, très limité quand même. Oui. Une petite évolution, c'est le neurone simple avec backpropagation. La structure est similaire, mais l'apprentissage des poids est un peu plus malin, basé sur la descente de gradient, la règle delta. La backpropagation, on en entend beaucoup parler avec les réseaux de neurones. Oui, c'est le mécanisme de base. Et surtout, cette approche permet d'ajouter une fonction d'activation non linéaire à la sortie du neurone. Et ça change tout. Même un seul neurone peut alors, en théorie, apprendre des séparations plus complexes qu'une simple ligne droite. C'est un premier pas vers les réseaux plus complexes. Intéressant cette filiation. Mais si on veut sortir complètement de cette idée de trouver une équation ou une frontière, j'ai vu dans les sources le K-Nearest Neighbors, KNN. Ça a l'air de fonctionner très différemment. Pas de modèle à proprement parler. Tout à fait. KNN, c'est une philosophie radicalement différente. On l'appelle un algorithme paresseux, lazy learner, ou basé sur l'instance. Paresseux. Pourquoi? Parce qu'il ne fait quasiment rien pendant la phase d'entraînement. Il se contente de mémoriser tout le jeu de données d'entraînement. C'est tout. Le vrai travail se fait au moment de la prédiction. D'accord, il reporte tout à plus tard. Mais alors, comment il prédit pour une nouvelle donnée s'il n'a rien appris? C'est très intuitif en fait. Quand une nouvelle donnée arrive, le KNN regarde dans toutes les données qu'il a mémorisées et il trouve les cas exemples qui lui ressemblent le plus. Ces cas plus proches voisins. La ressemblance, c'est mesuré comment? Classiquement, avec une distance. Souvent la distance euclidienne, si les données sont numériques. Il calcule la distance entre la nouvelle donnée et toutes les anciennes. D'accord. Et une fois qu'il a trouvé ses cas voisins, Il regarde l'étiquette de classe de chacun de ces cas voisins. Et il attribue à la nouvelle donnée l'étiquette qui est la plus fréquente parmi eux. C'est un vote majoritaire, tout simplement. dis-moi qui sont tes voisins, je te dirai qui tu es. C'est assez séduisant comme idée. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas d'entraînement compliqué. Oui, entraînement quasi instantané. Mais la contrepartie, chercher les voisins parmi potentiellement des millions de points à chaque fois qu'on veut faire une prédiction, ça doit être lent et gourmand en mémoire, non? C'est exactement ça le comproment du KNN. Rapide à entraîner, mais potentiellement lent et coûteux en mémoire et en calcul au moment de prédire, surtout si le jeu de données est grand. Et puis le choix de cas, le nombre de voisins et le choix de la distance sont cruciaux pour que ça marche bien. Ok, je vois. On a donc vu les frontières linéaires et cette approche par voisinage. On pourrait explorer une autre famille, les méthodes probabilistes. Naive Bayes revient souvent, ça repose sur le théorème de Bayes, un classique des probas. Oui, tout à fait. Mais avec une hypothèse qui lui vaut son nom de naïve. C'est quoi cette naïveté? L'hypothèse naïve, c'est de supposer que toutes les caractéristiques, les features, sont indépendantes les unes des autres une fois qu'on connaît la classe. Indépendante. C'est-à-dire,
Ça veut dire que, par exemple, si on sait qu'un email est un spam, l'algorithme suppose que la présence du mot Viagra n'a aucun lien, aucune influence sur la présence du mot gratuit. Il considère chaque mot, chaque caractéristique séparément. Ah oui, d'accord. Mais ça semble complètement irréaliste. Dans la vraie vie, les mots Viagra et gratuit sont sûrement plus fréquents ensemble dans les spams. Pourtant, les sources disent que Naive Days marche étonnamment bien, surtout pour classer du texte. C'est paradoxal, non? C'est ça qui est fascinant avec Naive Bayes. L'hypothèse est presque toujours fausse, mais l'algo donne souvent de très bons résultats quand même. Comment c'est possible? Leur ordre relatif reste souvent correct. Et c'est cet ordre qui suffit pour prendre la bonne décision de classement. Et puis, il a de gros avantages, hein. Il est très simple, très rapide à entraîner, un seul passage sur les données suffit, et il consomme peu de mémoire. D'accord. Et il y a différentes versions. Oui, selon le type de données. Gaussian Naive Bayes, pour des données numériques qui suivent une loi normale. Multinomial Naive Bayes, très utilisé pour le texte, basé sur la fréquence des mots. Et Bernoulli Naive Bayes, pour des caractéristiques binaires, présence ou absence d'un mot, par exemple. Intéressant. Qu'une hypothèse fausse puisse donner un outil efficace. Passons à une autre approche qui cherche à séparer les groupes. L'analyse discriminante. LDA, QDA. C'est quoi l'idée? L'idée générale de l'analyse discriminante, c'est de trouver des fonctions, des combinaisons des variables de départ qui permettent de discriminer, de séparer au mieux les différentes classes. D'accord. La LDA, l'analyse discriminante linéaire, cherche spécifiquement des combinaisons linéaires des variables. On peut voir ça comme de nouveaux axes qui maximisent la distance entre les centres des classes tout en minimisant la dispersion à l'intérieur de chaque classe. On veut que les groupes soient bien séparés et compacts. C'est ça. Et c'est une approche supervisée. Elle utilise les étiquettes de classe. C'est important de ne pas la confondre avec l'ACP, l'analyse en composantes principales, qui, elle, est non supervisée et cherche juste les axes de plus grande variance sans regarder les classes. D'accord. Et la LDA marche bien quand? Elle suppose que les données dans chaque classe suivent à peu près une loi normale et surtout que la forme de la dispersion, la matrice de covariance, est la même pour toutes les classes. Ah, cette hypothèse de covariance identique. Et QDA alors? Le Q, c'est pour quadratique. J'imagine qu'elle relâche cette hypothèse? Exactement. QDA, analyse discriminante quadratique, elle n'impose pas que les matrices de covariance soient les mêmes pour toutes les classes. Chaque classe peut avoir sa propre forme de dispersion. Et ça change quoi? Ça lui donne plus de flexibilité. Au lieu de frontières de séparation linéaires comme LDA, QDA peut créer des frontières quadratiques. Pensez à des formes comme des ellipses, des paraboles. Ça peut mieux s'adapter si la vraie séparation est courbe. C'est mieux alors? C'est plus flexible, oui, mais ça a un coût. QDA est plus gourmande en calcul, car elle doit estimer une matrice de covariance par classe, et elle est plus sensible au surapprentissage, surtout si on a beaucoup de variables par rapport aux données. Encore ce compromis. Linéaire contre quadratique, simplicité contre flexibilité. D'accord. On change encore de logique? Les arbres de décision, comme carte, ça construit une sorte d'organigramme, c'est ça? Oui, l'idée est très visuelle. On part de toutes les données, c'est la racine de l'arbre, et l'algorithme cherche la meilleure question à poser sur une seule variable. Par exemple, est-ce que l'âge est supérieur à 40 ans ou est-ce que le revenu est inférieur à 50 000 euros? Une question simple. Une question binaire. Le but, c'est de trouver la question qui divise les données en deux groupes les plus purs possibles, c'est-à-dire des groupes où les membres appartiennent majoritairement à une seule classe. On essaie de trier au maximum à chaque étape. C'est ça. Puis on répète le processus sur chaque sous-groupe obtenu. On crée des branches, de nouveaux nœuds de décision. On continue comme ça jusqu'à ce que les groupes soient parfaitement purs ou qu'on décide d'arrêter. Par exemple, si l'arbre devient trop profond ou si les groupes sont trop petits. Et les feuilles de l'arbre, à la fin, donnent la prédiction? Exactement. Les feuilles contiennent la classe majoritaire des exemples qui sont arrivés jusque-là. C'est une approche qu'on dit top-down. On part du général pour aller au spécifique. Et comment elle choisit la meilleure question à chaque fois? Vous parliez de pureté. Il utilise des critères mathématiques pour mesurer cette pureté ou plutôt l'impureté d'un groupe. Les plus connus sont l'indice de Gini et le gain d'information qui est basé sur l'entropie. L'algorithme teste toutes les questions possibles sur toutes les variables et choisit celle qui maximise la réduction de cette impureté. Quels sont les avantages des arbres décision?
Ils ont l'air assez faciles à comprendre. C'est leur gros point fort, l'interprétabilité. On peut souvent dessiner l'arbre et suivre le cheminement d'une décision. C'est très précieux. Ils gèrent aussi bien les variables numériques que catégorielles, sans trop de préparation. Et ils peuvent capturer des relations non linéaires assez complexes. Mais il y a un inconvénient majeur, non? L'overfitting. Oui, c'est leur talon d'Achille. Un arbre peut facilement devenir très complexe, très profond et s'adapter parfaitement aux données d'entraînement, y compris au bruit. Du coup, ils généralisent mal sur de nouvelles données. Ils sont aussi assez instables. Un petit changement dans les données peut parfois donner un arbre complètement différent. Instable et sujet au surapprentissage. D'autres types d'arbres existent aussi. J'ai vu ID3, c'est 4.5. Oui, ce sont d'autres algorithmes d'arbres avec des variations dans la façon de choisir les divisions ou de gérer les données. Il y a aussi des approches qui extraient directement des règles, comme si condition, alors classe. CN2, Reaper sont des exemples. Bon, on voit le problème de l'overfitting avec les arbres simples. On y reviendra peut-être. Mais avant, un autre grand nom. Les supports vecteurs machines. SVM. Le nom est un peu martial. C'est quoi l'idée? Alors, pour la classification binaire, l'idée des SVM est assez élégante, très géométrique. Au lieu de chercher juste une ligne ou un hyperplan qui sépare les deux classes, le SVM cherche celui qui maximise la marge. La marge. C'est quoi la marge? L'espace vide entre les deux groupes. Oui, c'est ça. C'est la distance entre l'hyperplan séparateur et les points de chaque classe qui en sont les plus proches. Ces points, qui sont sur la frontière de la marge, on les appelle les vecteurs de support. Ce sont eux qui définissent où doit passer l'hyperplan optimal. Et pourquoi maximiser cette marge? L'intuition, c'est que ça donne une séparation plus robuste. Si on a une large zone tampon, on est moins sensible aux petites variations des données et on espère que ça généralisera mieux à de nouveaux exemples. Les SVM, à la base, sont des classificateurs linéaires et ils ne donnent pas de probabilité. Linéaire encore. Mais alors, comme pour le perceptron ou la LDA, ça coince si les données ne sont pas séparables par une ligne droite. Si j'ai des points rouges, encercle autour de points bleus. Ah, mais c'est là qu'intervient la grande astuce des SVM. Le kernel trick, l'astuce du noyau. L'astuce du noyau. L'idée, c'est de projeter les données dans un espace de dimension supérieure. Un espace où, on l'espère, elles deviendront linéairement séparables. Imaginez vos points sur une feuille 2D, non séparables par une ligne. Peut-être qu'en 3D, vous pourriez trouver un plan qui les sépare. D'accord, on change de dimension. Mais le truc, la magie du noyau, c'est qu'il permet de faire tous les calculs nécessaires à la séparation dans cet espace de plus haute dimension, sans jamais avoir besoin de calculer explicitement les coordonnées des points dans cet espace. Ce qui serait souvent très, très coûteux. C'est une astuce mathématique très puissante pour gérer la non-linéarité. Le noyau RBF, Radial Basis Function, est très populaire pour ça. Malin. Ça permet de rester dans une logique de séparation linéaire, mais dans un espace transformé. Exactement. Et dans une veine un peu similaire, où l'idée de distance ou de similarité est centrale, il y a tout un domaine qu'on appelle l'apprentissage métrique, ou metric learning. Apprendre à la métrique. C'est-à-dire, L'idée, c'est que la distance euclidienne standard, celle qu'on apprend à l'école, n'est pas toujours la meilleure façon de mesurer si deux points sont proches pour un problème donné. L'apprentissage métrique vise à apprendre une fonction de distance spécifique aux données et à la tâche. on apprend une nouvelle règle pour mesurer les distances. C'est ça. Souvent, ça revient à apprendre une sorte de distance de Mahalanobis adaptée. Le but, c'est que, selon cette nouvelle métrique apprise, les points de la même classe soient très proches et les points de classes différentes soient bien éloignés. Et ça sert à quoi? C'est souvent utilisé ensuite avec un algorithme comme KNN, justement. Puisque KNN repose entièrement sur la notion de distance, si on lui donne une bonne distance apprise spécifiquement pour le problème, il peut devenir beaucoup plus performant. Des algos comme LMNN ou ITML font ça. Apprendre la distance elle-même. C'est fascinant comme concept. Bon, on a vu plein d'algorithmes individuels, chacun avec ses forces, ses faiblesses. Et si, au lieu de chercher l'unique meilleur algo, on essayait d'en combiner plusieurs? C'est ça, les méthodes d'ensemble, les ensemble methods. Absolument. C'est une des idées les plus puissantes et les plus utilisées en apprentissage automatique. L'objectif, c'est d'obtenir de meilleures performances, plus de robustesse, en agrégeant les prédictions de plusieurs modèles de base, qu'on appelle souvent des classificateurs faibles.
plus forts ensemble, en quelque sorte. Il y a différentes façons de faire ça, hein. Oui, principalement deux grandes familles. La première, c'est le bagging, qui veut dire bootstrap aggregating. L'exemple le plus célèbre, c'est le random forest, la forêt aléatoire. Ah oui, les forêts aléatoires. Ça répond au problème d'overfitting des arbres dont on parlait. Exactement, c'est une solution directe. L'idée est de construire non pas un seul arbre, mais des centaines, voire des milliers. Chaque arbre est entraîné sur un échantillon un peu différent des données originales. C'est le bootstrap, un tirage avec remise. D'accord. Et en plus, à chaque fois qu'un arbre doit choisir une variable, pour faire une division, il n'a le droit de regarder qu'un sous-ensemble aléatoire de toutes les variables disponibles. Double dose d'aléatoire donc. Voilà, sur les données et sur les variables. Ça rend les arbres moins corrélés entre eux. Et pour faire une prédiction, on demande l'avis de tous les arbres de la forêt et on prend la classe qui a obtenu le plus de votes. Ça stabilise énormément la prédiction et ça réduit beaucoup l'overfitting. La sagesse de la foule, mais pour les arbres. Très malin. Et l'autre grande famille d'assemblage. C'est le boosting. Là, la philosophie est différente. Au lieu d'entraîner les modèles en parallèle et indépendamment, comme le bagging, le boosting est séquentiel. AdaBoost pour Adaptive Boosting est l'exemple classique. Séquentiel, c'est-à-dire? On commence par entraîner un premier classificateur très simple, souvent juste un arbre avec une seule décision, un decision stump, puis on regarde les exemples qu'il a mal classés. On leur donne plus de poids, plus d'importance. On se concentre sur les erreurs. Exactement. On entraîne un deuxième classificateur qui va devoir faire mieux sur ces exemples difficiles. Puis on regarde à nouveau les erreurs, on ajuste les poids, on entraîne un troisième classificateur et ainsi de suite. Chaque nouveau modèle essaie de corriger les erreurs des précédents. Et à la fin? Le modèle final est une combinaison pondérée de tous ces classificateurs faibles, ceux qui se sont montrés les plus performants sur les exemples difficiles en plus de poids dans la décision finale. Le boosting permet souvent d'atteindre des performances très élevées. Il y a aussi d'autres variantes comme AOD qui combine Naive Bayes. Bagging pour la stabilité via la diversité, boosting pour la performance via la correction d'erreurs. Deux approches très puissantes pour combiner. On arrive vers la fin de ce tour d'horizon qui est déjà très dense. Un dernier mot sur le deep learning, l'apprentissage profond pour la classification. On ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Non, en effet. Le deep learning, c'est l'utilisation de réseaux de neurones artificiels avec beaucoup de couches cachées entre l'entrée et la sortie. C'est cette profondeur qui est clé. Et qu'est-ce qu'elle apporte, cette profondeur? Permet au réseau d'apprendre des représentations des données de plus en plus complexes, de plus en plus abstraites, au fur et à mesure qu'on traverse les couches. Par exemple, pour une image, les premières couches pourraient détecter des choses simples comme des lignes, des contours. Les couches suivantes combineraient ça pour reconnaître des formes, puis des parties d'objets. Et enfin, l'objet entier. C'est un apprentissage hiérarchique des caractéristiques. Et quel type de réseau profond on utilise pour classer des faux? Le modèle de base historique, c'est le perceptron multicouche, MLP. C'est un réseau assez simple où l'information va de l'avant, souvent avec des couches où chaque neurone est connecté à tous les neurones de la couche précédente. Entraîné avec la backpropagation, il peut apprendre des frontières de décision très complexes, non linéaires. Mais il faut beaucoup de données, j'imagine. Oui, souvent beaucoup de données et pas mal de temps d'entraînement et de réglage. Et puis, pour certains types de données, il y a mieux. Comme les images, par exemple. Exactement. Pour les données avec une structure spatiale forte, comme les images, ou même temporelle, comme le son ou le texte, les réseaux de neurones convolutifs, les CNN, sont devenus la norme. Convolutif? Ils utilisent des opérations mathématiques appelées convolutions. En gros, ce sont des petits filtres qui scannent l'image pour détecter des motifs locaux, des bords, des coins, des textures. Les couches suivantes combinent ces motifs pour en reconnaître de plus en plus complexes. C'est inspiré du cortex visuel et ça marche extrêmement bien pour la vision par ordinateur. Impressionnant. Et il y en a d'autres? LVQ, Learning Vector Quantization, qui apprend des sortes de prototypes pour chaque classe. Quel voyage! On est parti de la simple ligne droite du perceptron pour arriver aux architectures complexes des réseaux profonds, en passant par les probabilités de Naive Bayes, la logique des voisins de KNN, la structure des arbres, l'optimisation de marge des SVM et la puissance des méthodes d'ensemble. C'est une boîte à outils incroyablement riche et variée. Et le message clé, je pense, c'est qu'il n'y a pas un algorithme meilleur que tous les autres en absolu. Chacun a ses hypothèses, ses forces, ses faiblesses. Le choix dépend vraiment du contexte. Taille, leur type, leur structure, du problème qu'on veut résoudre et des priorités. Est-ce qu'on cherche la performance brute avant tout
Ou est-ce que l'interprétabilité est cruciale? La vitesse? La robustesse au bruit? Ce qui m'amène à une dernière réflexion, peut-être pour ouvrir la discussion. Face à cette diversité d'outils et à tous ces compromis à faire, comment l'IA de demain pourrait nous aider? Est-ce qu'on peut imaginer des systèmes qui non seulement appliquent ces algos, mais nous aident à choisir automatiquement le plus pertinent pour une tâche donnée? C'est la question de l'auto-ML, en partie. Oui, mais peut-être en allant plus loin, en intégrant des critères qui dépassent les simples métriques de performance, comme l'équité, la causalité, la capacité à gérer l'incertitude, l'imprévu du monde réel. C'est une excellente question. Aller au-delà de la simple optimisation de l'accuracy ou du F1 score, pour intégrer ces dimensions plus complexes, plus humaines peut-être, c'est certainement un des grands défis et une des directions passionnantes pour l'avenir de ce domaine. Une piste de réflexion à méditer. Merci beaucoup pour cet éclairage très complet. Merci à vous.